Bon, on va commencer. Je pense qu'il y a du monde qui va nous rejoindre un peu plus tard. Donc moi, je m'appelle Bruno Donnet et je suis chargé ici au sein de Léonard avec Quentin Panisso, qui est derrière au fond là-bas, de créer un parcours intelligence artificielle pour les business units de Vinci. L'objectif de ce parcours-là, c'est de faire monter en compétence toutes les business units de Vinci, quelles qu'elles soient, et du coup de leur apprendre à concevoir un modèle, à le paramétrer et à le maintenir au cours du temps. Et donc dans ce cadre-là, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour la troisième session de l'intelligence artificielle, un cycle événementiel qu'on conduit qui aura en tout 5 événements. Le premier, c'était l'IA appliquée au bâtiment. Le deuxième, c'était l'impact environnemental de l'IA. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie et de l'IA. Est-ce que c'est un facteur qui permet d'apporter de la performance ou non? Est-ce qu'on peut faire de la maintenance prédictive ou pas? A priori, si on pose la question, c'est que c'est possible. Par contre, on va voir les avantages et les inconvénients. Et le 21 mai, on accueillera un ensemble de startups qui viendront pitcher ce qu'ils ont développé en termes d'intelligence artificielle pour optimiser diverses applications. On a choisi un panel assez large de startups pour justement couvrir un panel assez important d'applications. Et enfin, le 19 juin, ce sera le dernier cycle et on essaiera de répondre à la question est-ce que l'IA gouvernera les territoires de demain et est-ce que l'IA prendra le pas sur la direction des entreprises? Donc c'est un vaste sujet. Des politiques nous rejoindront pour essayer de débattre avec nous et c'est ça qui sera intéressant. Alors pourquoi s'intéresser à l'IA et à l'industrie chez Vinci? Tout simplement parce que c'est quand même un domaine dans lequel on est assez investi. Il y a la branche Actemium, on va voir tout à l'heure. Et parce que c'est un endroit où on va chercher à optimiser des process et on va chercher de la performance. Alors la performance, c'est quand même ce que promet l'intelligence artificielle. Donc on va voir si effectivement c'est une bonne technologie qui va nous apporter de la performance ou pas. Et donc, nous allons tenter de répondre à cette question-là avec deux tables rondes. La première qui sera consacrée à l'optimisation des process et la deuxième qui sera consacrée à la maintenance prédictive. Et donc, on va tout de suite commencer avec la première table ronde, mais il me semble qu'il manque un speaker, il arrive, c'est parfait. Donc, j'invite Thomas Le Seigneur, qui est responsable d'innovation à la marque Actemium, justement, la marque dédiée à l'industrie de Vinci Énergie. J'invite Maël Chiappino, qui est data scientist chez DC Brain, une start-up qui développe de l'intelligence artificielle pour les réseaux physiques. Et enfin, on va avoir avec nous Barthélémy Longueville, qui est Chief Digital Officer chez Vallourec, donc une entreprise leader dans les solutions tubulaires pour l'énergie et l'industrie. Et on va débattre avec eux justement sur est-ce que l'IA est gage de performance ou non. Alors on va discuter, c'est-à-dire qu'on va échanger, je vais leur poser des questions, ils vont répondre. Vous, évidemment, vous aurez la parole, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, juste après la table ronde. Donc Thomas, vous êtes là. Donc vous êtes responsable d'innovation chez Actemium. Tout à fait. Je l'ai dit. Donc vous êtes au contact de clients industriels assez régulièrement. Et est-ce que vous sentez que de plus en plus les industriels vous demandent d'intégrer de l'IA aux offres d'Actemium? Oui, absolument. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas intégrée aujourd'hui chez tous nos clients. Nos clients nous en parlent de plus en plus. Après, je vais dire sans aucun jugement de valeur dans mes propos, nos clients ne l'abordent pas forcément de la bonne manière. J'ai un cas concret, je ne citerai pas le nom du client évidemment, qui nous demandait d'intégrer de l'intelligence artificielle pour améliorer son process. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, il faut un cas d'usage. Pour moi, c'est un point de départ crucial pour travailler et améliorer la performance via des technologies d'intelligence artificielle. Il faut vraiment partir d'un cas d'usage. Qu'est-ce que l'on veut faire ? Peut-être que l'intelligence artificielle s'applique à ce cas d'usage une fois qu'on l'a déterminé, mais pas forcément.
L'intelligence artificielle ne s'applique pas partout. Il faut avoir les bonnes données. Il faut disposer des données. Il faut avoir les bonnes données et être capable de qualifier ces données-là pour savoir si les algorithmes d'intelligence artificielle s'adaptent ou pas à ce type de données. Mais oui, pour répondre à ta question, Bruno, nos clients nous en demandent de plus en plus. Maintenant, c'est à nous de les accompagner justement pour les aider à définir des cas d'usage et d'intégrer, le cas échéant, l'intelligence artificielle si l'intelligence artificielle s'adapte au cas d'usage du client. Et quelles sont les industries qui vous demandent à l'heure actuelle d'implémenter l'IA? Est-ce que ce sont... quel type d'industrie pour le coup? Alors dans tout type d'industrie, l'agroalimentaire s'y intéresse, notamment pour la prédiction de qualité produit. L'industrie du oil and gas s'y intéresse. Le cas que je citais à l'instant est un cas dans oil and gas. J'ai pas en tête un secteur particulier qui est plus aujourd'hui demandeur d'intelligence artificielle, mais tous les secteurs s'y intéressent, peut-être avec un focus. La pharmacie aussi est très intéressée par ces sujets-là. Et du coup, question que je reposerai à d'autres. Tous les systèmes qu'on a développés jusqu'à maintenant n'étaient pas faits pour gérer de la donnée ou la collecter. Est-ce que du coup, vous rencontrez des problèmes à l'intégration de ces intelligences artificielles? Oui, dans le sens où, comme je le dis, l'intelligence artificielle pour moi c'est un ensemble de technologies. Il n'y a pas qu'une intelligence artificielle. Il y a plein de choses qui tournent autour. Et il faut d'autres choses. Il faut être capable de collecter les données. Donc il faut du réseau, il faut analyser les données. La première problématique, un peu celle que j'évoquais à l'instant, c'est de définir des cas d'usage. Qu'est-ce que l'on veut faire? Quand on parle de prédictif, on veut faire du prédictif avec de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'on veut prédire? Si on ne sait pas ce que l'on veut prédire, on a beau avoir les meilleurs logiciels, les meilleurs algorithmes, les meilleures plateformes sur la planète, on n'arrivera à rien faire. Il faut être capable, et ça c'est notre force nous chez Actemium, nous qui connaissons bien les process de nos clients parce que nous avons des entreprises segmentées, c'est d'être capable de contextualiser les données dans un environnement donné, dans un process. Voilà. Alors pour revenir sur la question, les contraintes, donc c'est les use cases, de définir les bons use cases, et puis d'être capable de disposer des données. Il faut avoir évidemment de la donnée pour faire de l'intelligence artificielle. Tous nos clients n'ont pas de la donnée. Alors il y a énormément de données dans les industries actuelles, évidemment. Mais ces données-là, il y a un problème d'interopérabilité de tous les systèmes présents, tous les systèmes hétérogènes présents sur un site industriel. Donc il faut être capable d'agréger ces données-là, de les collecter, idéalement de les mettre toutes sur le même format, donc les collecter, les transporter, les agréger, les nettoyer, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et même une fois qu'on a fait ça tout à l'heure, je le disais, toutes les données ne sont pas forcément adaptables, utilisables par l'intelligence artificielle. Donc avant d'utiliser de l'intelligence artificielle et avant d'optimiser un procédé, finalement, il se passe 1 an avant de pouvoir paramétrer des modèles. Oui, selon les cas, oui, effectivement, ça peut aller. Donc, puisqu'on est à l'émergence pour l'instant de l'intelligence artificielle, on n'a pas encore de cas concrets vraiment. Alors, des cas concrets, si, on en a. Un exemple que je pourrais donner, on a déployé une solution qui s'appelle une solution d'inspection robotisée pour des clients qui travaillent dans l'aéronautique, qui étaient contraints pour du contrôle de ce qu'on appelle les ensembles industriels complexes type réacteur d'avion, qui contient plusieurs milliers de pièces. Un de nos clients de l'aéronautique cherchait depuis de nombreuses années un système pour automatiser les contrôles qui sont aujourd'hui faits par un opérateur avec une checklist qui contient plusieurs milliers de tâches. C'est extrêmement prenant, extrêmement chronophage. L'opérateur n'a pas énormément de valeur ajoutée. Et donc le client cherchait des solutions pour automatiser ça. On ne trouvait pas. Et puis grâce à on va dire une dynamique, un esprit de co-innovation, on a rencontré une start-up française et qui nous a permis, en collaborant avec elle, d'intégrer donc cette solution d'inspection robotisée qui est en fait un chariot intelligent, donc un AGV intelligent autonome, sur lequel on a embarqué un bras cobotique, donc un cobot, qui au bout de son bras intègre un système de vision, et donc le fait que ce soit intégré sur un chariot autonome, ça rend le système complètement donc autonome. Et donc il est capable d'aller inspecter et de checker automatiquement avec des processus d'intelligence artificielle, et donc en tant qu'outil de la décision, parce que c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra justement, c'est qu'est-ce que l'on fait avec de l'intelligence artificielle, l'humain dans tout ça. Donc c'est un outil de la décision qui permet justement aux clients d'automatiser ces contrôles sur des ensembles industriels complexes. Ouais. Donc on a quelques cas d'usage comme ça. D'accord. Donc majoritairement des collaborations avec des startups. Maël, vous qui êtes une startup justement, DeciBrain, mais une startup déjà assez conséquente, vous travaillez dans l'optimisation des flux. Alors du coup, comment
comment vous savez qu'un flux est optimisé par rapport à un autre? Et du coup, vous allez proposer une aide à la décision qui est une réponse, ce flux-là est optimisé par rapport à un système, mais que vous n'avez pas vu. Donc comment être sûr que ce que vous proposez, c'est effectivement la solution optimale? Alors, ça, on a l'avantage en fait de travailler sur des réseaux physiques, réels, et du coup, l'optimisation, une fois qu'on a défini par rapport à quoi on optimise, c'est-à-dire est-ce qu'on va optimiser par rapport au coût en euros, est-ce qu'on optimise par rapport à la performance, par rapport à la consommation en carburant ou en gaz. Une fois qu'on a défini ça, bah, c'est très simple de comparer, de savoir si on a effectivement réussi à optimiser le système. Et dans ce cas-là, il suffit d'avoir cette bonne définition. Qu'est-ce qu'on essaye d'optimiser? Donc ça, c'est un travail au préalable qu'il faut faire en fait. Mais une fois qu'on a ça, c'est bon. Donc là, vous rejoignez Thomas, un use case à déterminer, être vraiment sûr que c'est un problème à résoudre. Et une fois que vous avez vu que c'était un problème, vous vous posez la question, est-ce que l'IA peut apporter une solution? Et c'est là que vous intervenez. C'est ça. C'est ça. Et la question qui vient ensuite, c'est est-ce que par rapport à ce système... Bonjour. Est-ce qu'on a les données nécessaires pour... nous, on travaille beaucoup sur les réseaux de chaleur, par exemple, donc optimiser un réseau de chaleur. Et la grosse première partie du travail, ça va être de modéliser le comportement du système en entier. Et pour ça, il va falloir avoir les données de tout le système, que ce soit les pressions, les températures, etc. Et c'est là que entre en jeu la qualité des données. C'est pas simplement une histoire de quantité. Il y a souvent dans des systèmes comme ça, c'est des capteurs qui peuvent être défaillants. Il va y avoir des anomalies, il va y avoir des données manquantes. Et là, il y a tout un travail de pré-traitement. Là, souvent, l'intelligence artificielle, c'est la cerise sur le gâteau. C'est d'abord, on analyse le système, on récolte toutes les données, on nettoie un peu tout, et ensuite, une fois qu'on a défini la fonction de coût, on peut opérer. Vous avez dit que vous modélisiez votre système, ça veut dire qu'une IA, pour l'industrie, ne peut fonctionner que si on connaît un système? Ou est-ce qu'on peut considérer que ce système est une fonction de transfert, on lui envoie des données, il y a une sortie, et du coup vous ne vous basez que sur les données pour implémenter votre solution, et du coup faire une boucle de rétroaction sur le système que vous ne connaissez pas a priori? En fait, ça dépend. Là, j'ai pris l'exemple des réseaux de chaleur. Alors, il y a une solution en fait pour optimiser le réseau sans passer par de la modélisation à partir des données. C'est de faire confiance aux données, ce qu'on appelle des ABAC. Ça veut dire c'est la performance nominale de chaque composant du réseau qui est donnée par celui qui fabrique le composant. Donc on peut optimiser à partir de ces données. Le problème, c'est que ça ne prend pas du tout en compte le vieillissement des appareils. Et c'est là où c'est très intéressant en fait, de simplement prendre les données du réseau et d'essayer de modéliser son comportement, parce que ça permet d'avoir une modélisation en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter. Et ça prend en compte tout le vieillissement des appareils. Ouais, je me souviens plus exactement la fin de la question. Du coup, même question que pour Thomas, vous rencontrez beaucoup d'industries où les données ne sont pas forcément stockées, où les systèmes ne sont pas prévus pour générer de la donnée. Est-ce que du coup, c'est un frein au développement de votre start-up? Ou est-ce que justement, vous êtes dans un milieu industriel où on a déjà plein de données et vous arrivez du coup à développer vos modèles sur les données qui sont déjà engendrées? Alors c'est toujours très dur de développer une solution quand on n'a pas de données, un peu à l'aveugle, ou alors juste avec des connaissances, simplement des équations physiques où on essaye de simuler un peu, d'essayer de simuler le système. En général, c'est assez difficile de parvenir à quelque chose qui est proche de la réalité, et donc ensuite de faire une optimisation adaptée.
Donc c'est souvent un frein. Ensuite, cette histoire de l'historique des données, donc de quantité, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de données. Si le peu de données qu'on a est de très bonne qualité, ça peut nous permettre de trouver des solutions. En fait. Et du coup, est-ce que vous arrivez à obtenir des gains? Est-ce que vous arrivez à optimiser des réseaux physiques? Ouais, justement, le réseau de chaleur, sachant en plus qu'on n'avait pas beaucoup on avait les données seulement des 2 dernières années. Bon, ça c'est quand même pas mal. Mais oui, on trouve des gains importants justement parce que bon, il ne faut pas non plus dire que l'IA révolutionne totalement les gens de métier qui travaillent directement sur leur réseau et qui le connaissent et du coup qui arrivent quand même en tâtonnant à avoir des bons résultats. Mais malgré cela, avec justement la possibilité par le machine learning notamment de faire des modèles qui s'adaptent en temps réel au système que l'on cherche à optimiser, ça permet d'avoir des rendements importants, enfin des gains importants d'optimisation. Alors Barthélémy, bienvenue. Vous êtes un industriel et vous cherchez évidemment, comme tous les industriels, à optimiser vos processus et vos coûts. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'intelligence artificielle? Était-ce la solution ultime après toutes les optimisations que vous avez mises en place pour aller chercher des gains de performance? Ou est-ce que c'est dans l'air du temps et du coup vous implémentez une technologie qui est dans l'air du temps? Bonsoir à tous, désolé pour le retard. En fait, Vallourec, nous, on fait des solutions tubulaires, donc des tubes en acier qui sont utilisés dans l'énergie, donc plateforme pétrolière pour remonter du pétrole, enfin forer et remonter du pétrole ou le transférer horizontalement, gaz, pétrole également, ou dans des centrales thermiques pour le circuit vapeur. Donc historiquement, on est un groupe qui est très centré sur la R&D, donc on fait des produits assez high-tech, assez avancés, qui doivent résister à des environnements très critiques. Mais en fait, avec la nouvelle configuration géopolitique, un nouveau mix énergétique, en fait, nos clients ont moins besoin de ces produits très technologiques et ont besoin de solutions en fait, qui leur permettent de bâtir des projets plus rapidement, d'opérer leurs installations plus longtemps, et de réduire leurs coûts et d'augmenter les productions. Donc avant d'optimiser notre production, nos clients et notre marché a besoin de s'optimiser. C'est assez nouveau pour le pétrole et l'énergie de manière générale. Et donc en fait, le passage à la data, l'IA, le machine learning, etc., a d'abord été tiré par notre marché et nos clients. Donc on a d'abord mis beaucoup de moyens pour comprendre ce nouvel environnement et déployer des solutions qui permettent de se différencier, de ne plus vendre que du produit et d'ajouter des services basés sur la data. Donc ça a été le premier levier, vraiment innovation client. Et bien sûr, de manière plus classique, en tant qu'industriel, nous devons nous-mêmes nous améliorer. Donc il y a ces deux volets pour le groupe. Et pour ces deux volets, nos données sont la base de ce qui va générer de la valeur, à la fois nouveaux services, donc nouveaux revenus, ou performance industrielle. Donc je vais donner deux exemples sur les deux. Sur la partie industrielle interne, ce qu'amène le machine learning, l'IA, peu importe comment on l'appelle en fait, c'est qu'on est capable de combiner des data et des analyses sur deux process en ayant une traçabilité unitaire de nos produits. Donc si vous voulez, nous on a des produits qui sont faits de manière séquentielle dans l'usine. Donc on achète de l'acier qu'on vient transformer, chauffer, percer, rouler, etc. Et on est capable, en ayant une traçabilité unitaire, de croiser les données dès la naissance du produit jusqu'à l'inspection finale, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc on vient enrichir des modèles... Parce que c'était dans des pays différents ou parce que c'était dans des étapes ou des équipes différentes? Alors c'était parce qu'en fait on est passé par toutes les étapes d'optimisation, on a fait de l'automatisation, on a fait du lean, on a des ingénieurs R&D classiques qui modélisent les process, mais c'est de la thermodynamique en fait. Et ils ne pouvaient pas intégrer la variabilité sur le dimensionnel, produit par produit dans leur modèle en fait. Alors que là, je vais donner un exemple. On a un modèle qui tourne qui peut prédire l'épaisseur d'un tube. En fait, c'est un cylindre creux, hein, donc l'épaisseur minimum du produit. Si on est en dessous de la spécification, le produit doit être rejeté parce qu'il n'y a pas assez de matière.
on arrive à 99% à prédire les produits qui ont un risque d'être en dessous du mini, en combinant 500 features qui viennent de la matière première, de paramètres de chauffe, donc un autre process, de paramètres de perçage, un autre process, et en temps réel de paramètres du rolling. Et on a fait ce modèle en 3 mois, avec une approche data science classique. On a pris les feature engineering, machin, etc. Enfin, je pense qu'il y a des experts dans la salle qui connaissent probablement même mieux que moi ce type d'approche. Et c'était très intéressant parce qu'au départ, nos ingénieurs classiques nous prenaient un peu pour des fous. Alors, ils nous laissaient jouer avec les données parce qu'ils sont gentils. Mais quand on a commencé à présenter les premiers résultats et qu'on arrivait à montrer que certaines zones de chauffe dans le four influençaient directement l'épaisseur, ça a commencé à faire appel à des connaissances métiers. Et par l'échange, rien qu'en construisant le modèle, on a pu améliorer certains paramètres de production. Donc maintenant, le modèle tourne. Ça permet de réagir plus rapidement. On a des gains réels en production. Mais même dans l'élaboration, dans la discussion, la data science permet de mieux comprendre les process industriels, en fait. Et du coup, ce que vous avez obtenu in fine, puisque les produits que vous vendiez à l'époque sans intelligence artificielle satisfaisaient les normes qui étaient éditées à l'époque, enfin à l'époque même il y a 1 an, ou il y a 2 ans. Du coup, l'IA vous a apporté de l'optimisation de coûts ou vous a permis d'être plus compétitif, c'est-à-dire baisser vos coûts par rapport à vos clients? Alors, dans l'exemple que je donnais, l'IA nous amène une amélioration de performance. Donc, on réduit nos coûts, on augmente nos marges, suivant comment on le prend. Mais ces data, et donc c'est ce que je disais en introduction, ont également une valeur pour nos clients, donc nous ont permis de nous différencier. Donc il y a un deuxième exemple d'application que je peux donner. Je suppose que certains d'entre vous connaissent Tinder, ou peut-être pas, voilà. Je parle de l'application. Voilà. Et donc nous on a fait un Tinder pour les pipes. Donc quand on construit un pipeline, on vient souder les pipes un par un. Donc il y a un opérateur qui vient faire le soudage. Et en fait, il y a beaucoup de variabilité. Même si le produit est conforme et répond aux standards, l'extrémité du tube varie naturellement. Et les pipes s'assemblent plus ou moins bien. Et donc ce qu'on a fait, c'est avec de l'IA, on a fait des algos de regroupement, un peu avec les mêmes qu'on utilise dans les réseaux sociaux, etc. Donc on peut donner à nos clients des produits qui sont regroupés par famille compatible et qui peuvent s'assembler plus facilement. Donc ça permet aux équipes de soudage et à des Total, des Technip, etc., d'avoir moins de rebus dans leur construction, donc ils économisent, ils peuvent faire plus de projets, et c'est des services qu'on commercialise en plus. Donc on rajoute une top line et des revenus basés sur des services, sur nos data en fait. D'accord. Et vous êtes une entreprise mondialisée, vous concevez vous-même vos algorithmes ou vous sous-traitez l'ensemble des projets en termes d'intelligence artificielle? Non, alors en fait, Valorec, on a une approche hybride un petit peu particulière. En fait, quand on a décidé d'accélérer ces démarches-là, je n'ai pas eu, en tant que CDO, l'opportunité de mettre un dossier sur la table du COMEX pour dire on va faire une Digital Foundry, on va recruter 200 data scientists, parce qu'en fait, on était en pleine crise du pétrole, donc on était très très tendu au niveau cash, exactement. Donc en fait, on a fait une approche hybride, on s'est appuyé sur des ressources internes qui étaient des ingénieurs à qui on a appris le monde statistique. Donc ils sont partis du déterminisme vers les statistiques, qu'on a enrichi avec des partenariats avec des petites startups locales, mais toujours avec le même fonctionnement, des startups qui ne sont pas produits, qui sont plutôt services, open source, donc R, Python, Scala, etc. On est propriétaire du code, ils partagent la langue et ils ont une expérience industrielle dans nos opérations. Donc la partie modélisation, on l'a plutôt sous-traité, mais on se l'est approprié. Par contre, tout le travail sur la data, etc., on l'a fait nous-mêmes, parce que ce qui prend beaucoup de temps et qui est coûteux. Et donc on le fait de manière distribuée, avec le même schéma qu'on recopie dans les différentes régions. On a souvent en France, chez les industriels français, la peur de se faire approprier nos données par des entreprises extérieures, ou on a peur de partager nos modèles, parce que si on a un avantage concurrentiel, parce qu'on a déterminé un modèle performant, en général, on va continuer à optimiser ce modèle-là parce qu'un autre industriel va l'utiliser et l'adapter à son process. Est-ce que du coup, vous utilisez des serveurs dans des pays particuliers, c'est-à-dire à chaque fois cloisonnés, et est-ce que vos modèles, finalement, vous les partagez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous considérez être une propriété et un acquis concurrentiel
supérieur par rapport au reste? Alors, de voler dans votre question, donc au niveau de l'infrastructure, on utilise du cloud public, alors Azure et Amazon pour pas les nommer. La configuration financière du groupe faisait qu'on n'avait pas trop le temps pour avoir des états d'âme sur ce sujet-là, et on gère plutôt la sécurité comme un risque qu'on mesure. Parce qu'en fait, moi, je challenge beaucoup, par exemple, mes amis de la banque, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, qui ont tendance à être on-premise par défaut. Ouais. Sauf que souvent, on est tout nu derrière une jolie barrière, et puis s'il y a un bridge dans la barrière, on a de gros problèmes. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut tout implémenter soi-même. Exactement. Et par ailleurs, le scénario du rogue insider existe. Donc, nous, on préfère en fait prendre l'approche technico-économique la plus performante, et au niveau de la sécurité, d'être réaliste en disant oui, il y a des risques, oui, on les mesure, oui, on prend des mesures préventives. Quand on travaille avec des partenaires qui sont de type start-up, etc., il peut y avoir un gros potentiel, mais si le produit n'est pas mûr au niveau technologique, on va faire sur des petits scopes de data très limités, donc on prend un risque important, mais sur un petit périmètre, etc. Donc on essaye de mesurer les choses et de l'améliorer au fur et à mesure. Par contre, il ne faut pas être naïf non plus sur ce type de partenaire. Donc la partie modélisation, oui, on considère que c'est un asset, mais au-delà, c'est pas vraiment le modèle en tant que tel qui est un asset, c'est vraiment les data et le labeling des data qui ont permis de faire le modèle qui sont un asset. Parce qu'une fois qu'on a un dataset propre, donc je pense par exemple, on a des choses en qualité où on vient analyser des courbes de vissage ou des courbes où des experts venaient faire un bon, pas bon dessus. N'importe quelle bonne boîte de data science avec le dataset labellisé pourra faire un modèle performant. Par contre, le coût pour avoir ces data propres et le label expert qui vient faire la catégorisation, c'est ça le vrai asset. Donc c'est ça vraiment qu'on cherche à protéger. Et on est plutôt ouvert sur la partie modélisation, collaboration, sur l'établissement des modèles. En fait. Oui, d'accord. Et est-ce que vous considérez qu'à l'heure actuelle, finalement, l'IA vous apporte déjà de la performance? Ou alors c'est quelque chose que vous attendez dans 1 ou 2 ans et qui du coup est à mettre en regard de toute l'implémentation que vous aurez faite pendant toutes ces années-là? Alors j'ai pas fait le calcul, mais je pense que les moyens qu'on a mis sont déjà amortis, c'est-à-dire qu'on a un payback, on a des paybacks très courts. Et je pense que si sur 100 projets, on pourrait dire 50 projets qu'on lance, il y en a probablement 2 qui marchent et qui payent les coûts des autres. Par contre, l'effet at scale pour le groupe en termes de PNL, génération de cash, etc., il est pour les deux années à venir, parce qu'on est passé dans une accélération des investissements et ça va devenir visible dans les 2 prochaines années, je pense. D'accord. Et du coup, Thomas, comme le disait Barthélémy, le process est déjà optimisé et finalement l'IA apporte le surplus d'optimisation que l'humain finalement n'est plus peut-être capable de voir à un instant T. Est-ce que vous ressentez ça sur les offres que vous soumettez ou lorsque les industriels viennent vous poser des questions pour savoir comment optimiser, comment obtenir encore plus de performance ou d'optimisation? Ouais, alors je dirais pas forcément que les processus d'IA permettent de faire mieux ce que fait l'humain aujourd'hui. Pour moi, ce sont au départ des outils, ça doit être des outils d'aide à la décision. Il faut vraiment replacer l'humain au contexte de l'industrie du futur, l'industrie 4.0, peu importe les termes. Voilà, donc oui, en termes d'apprentissage, ça fait appel à des processus cognitifs et répétitifs, comme vous le savez. L'aspect répétitif est extrêmement important dans des traitements type d'intelligence artificielle, justement pour éviter à un opérateur d'avoir à faire des tâches rébarbatives, comme je le disais tout à l'heure sur l'inspection robotisée. Oui, ça améliore la performance, mais comme je viens de le dire, il faut vraiment placer l'humain au centre de tout ça. Moi, je vois plutôt ça comme des outils de la décision. On n'en est pas encore dans le secteur industriel d'avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui prennent des décisions à la place de l'humain. Ce sont des outils de la décision. On a modélisé aussi un process dans l'industrie agroalimentaire où on a utilisé des logiciels, je crois que ça s'appelle les logiciels de colonies de fourmis, là, qui est sur la base de ce que font les fourmis dans leur fourmilière. On a modélisé le process et on a mis à disposition des opérateurs de production les meilleurs scénarios de production en fonction de plein de paramètres, la qualité des matières premières, la disponibilité des machines, etc. Mais une fois de plus, aujourd'hui, de mon point de vue, ça reste des outils d'aide à la décision. L'intelligence artificielle ne remplace pas dans l'industrie, de mon point de vue aujourd'hui, l'homme. Voilà. Et chez vous, est-ce que ça vient remplacer l'homme in fine, ou est-ce que ça reste juste effectivement un outil de la décision?
Alors j'ai deux exemples. La plupart des cas, c'est vraiment une intelligence augmentée. Donc on vient aider un individu à décider ou enrichir une expertise qu'il n'a pas, ou ça permet de centraliser des inspections dans une control room et d'améliorer la vitesse. Par contre, dans certains process, par exemple, on a une aciérie dans laquelle on fait énormément de coulées d'acier par jour. Et là, on a tellement optimisé au fur et à mesure des années qu'on arrive à des décisions à prendre en dessous de la minute pour arrêter ou pas, rajouter certains paramètres. Et là, on est dans du machine learning appliqué qui interagit et qui agit directement sur la machine parce qu'on a dépassé la vitesse de l'humain. On est plus dans du pilote automatique ou de la voiture automatique, mais c'est le seul cas qu'on ait vraiment aujourd'hui pour lequel il y a un sens. Les autres sont plutôt de type augmenter la décision. Et vous, du coup, Maël, vous arrivez plus sur l'outil d'aide à la décision, effectivement aussi. Donc on retrouve finalement... c'est ça. Par exemple, pour les réseaux de chaleur, ça va dire à l'exploitant, le débit, je le change, je le règle de telle façon. Est-ce que j'allume une chaudière ou pas, etc. Ça reste, oui, de l'aide à la décision. Ça propose des solutions d'optimisation en temps réel sur un process défini. D'accord. Si l'intelligence artificielle est la thématique du moment, est-ce que vous arrivez à anticiper l'optimisation qui viendra optimiser l'intelligence artificielle? On a l'homme qui optimise, on a l'intelligence artificielle qui vient gagner le pouillem au-dessus. Est-ce qu'on aura une nouvelle technologie dans 2 ans qui viendra nous chercher notre dernière performance? Quand on parle d'industrie du futur, de mon point de vue, il y a énormément de technologies qui tournent autour de l'industrie du futur. L'IA en est une, et il y a plusieurs technologies pour moi, donc pour ma part dans l'IA, je ne suis pas expert. Pour moi, l'intelligence artificielle ne se suffit pas en tant que telle. Je parlais tout à l'heure de l'inspection robotisée, ça fait appel à des systèmes de vision, à de la cobotique, etc. Donc c'est l'intégration de plusieurs technologies qui permettent d'arriver à ça. Après, il y a une thématique dont on entend peut-être un peu moins depuis quelques mois, mais c'est le sujet de la blockchain. Qui peut aussi faire, pourquoi pas, appel à des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Là encore, je pense qu'il faut être prudent. Comme l'intelligence artificielle, je veux dire, la blockchain n'est pas une solution à tout. Il ne faut pas intégrer de la blockchain pour se faire plaisir, comme il ne faut pas intégrer de l'IA pour se faire plaisir. Il faut vraiment que cela serve à quelque chose et que ça puisse résoudre une problématique clairement identifiée et de disposer des bonnes données bien nettoyées, etc. Ça, c'est fondamental. Ce que je compléterais sur la blockchain, c'est un des processus qui sont parfois coûteux, qui sont très gourmands en puissance de calcul informatique et donc très gourmands en énergie. On pourra faire des choses de traçabilité, de suivi de produits, etc., sans forcément utiliser la blockchain. Donc je pense que sur ces thématiques-là, sur les technologies, il faut être prudent sur l'utilisation des technologies. Une technologie sans un usage n'est rien du tout. Il faut vraiment, nous, c'est ce que l'on prône chez nous, on identifie des besoins, des usages chez nos clients, on les aide à les identifier et ensuite on intègre les bonnes technologies. Donc la blockchain pourra, je terminerai sur ta question en termes de technologie du futur. On n'est pas trop dans le domaine informatique, mais quoique, les technologies d'impression 3D, de fabrication additive, vont pour ma part vraiment révolutionner le monde industriel. C'est en cours. Mais là aussi, ça doit faire appel à des processus d'intelligence artificielle parce que l'un des enjeux de la fabrication additive pour rentrer vraiment en mode industriel, c'est d'être capable de qualifier les produits qui sont fabriqués. Et là aussi, l'intelligence artificielle pourra. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle couvrira tout. Voilà pour répondre à la question sur les autres technologies. Donc, du coup, pour conclure cette première table, on a besoin d'avoir un use case. La façon dont vous abordez l'intelligence artificielle, c'est une problématique déterminée qui pose problème, effectivement. On a identifié une perte de performance à un endroit donné. Il nous faut des données, passer du temps pour les nettoyer, et in fine, le modèle développé permet tout de même d'obtenir des meilleures performances. Donc on peut dire que l'IA peut, sous certaines conditions, booster l'industrie. Est-ce que ça vous va comme conclusion ? On peut le dire. Très bien, je vous remercie pour vos réponses, vos questions. Et du coup, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions à poser à nos 3 intervenants. En particulier par M. Longueville, vous avez cité des processus très industriels de fabrication. Mais il y a beaucoup de processus commerciaux sur lesquels l'intelligence artificielle peut avoir aussi un use case très pertinent. Par exemple, la prédiction de la demande quand on produit
permet d'optimiser la supply chain, la logistique, les appros. Éventuellement, le pricing dynamique basé sur l'intelligence artificielle, non pas lié au cost, mais à la valeur ou à un market. Et des fois, les use cases sont plus simples à présenter, ou plus parlant à un COMEX, ou un directeur financier, que l'approche très industrielle qui est toujours très dure à prouver. Et donc ma question, c'est est-ce que vous, étant CDO, si j'ai bien compris, vous êtes sur le CDO industriel ou vous avez ouvert Excusez-moi. Merci pour cette question très intéressante. Alors moi, je suis effectivement CDO groupe et j'ai CIO également, donc j'ai la casquette IT classique. On a beaucoup parlé de sujets industriels parce que effectivement, 70% de nos coûts sont matières premières et transformation, mais on a également des use cases en dehors de l'industrie sur prédiction de coûts de matières premières non listés, calcul des inventaires, enfin prédiction financière sur le smart costing, pricing, et également des sujets RH spécifiques à certains pays. Au Brésil, en fait, on a comme il y a souvent traditionnellement, il y a beaucoup de cas légaux entre les salariés et l'entreprise. Dès qu'un salarié quitte un groupe, en général, il y a un cas au tribunal. Bon, c'est une pratique spécifique. Donc, on a même de l'IA pour sélectionner en fait les cas sur lesquels il faut qu'on investisse ou ceux qu'il faut qu'on traite directement. Et sur les technos justement qu'on voit arriver sur ces sujets-là, je pense que la partie AutoML va amener beaucoup, parce que nous, on veut amener des datas propres à nos contrôleurs, analystes. Et par exemple, on a testé dans Power BI, qui est la solution Microsoft, maintenant une solution d'AutoML qui est assez bluffante et qui, en 3 jours, permet à quelqu'un qui a une formation de base de faire tourner des modèles simples, mais assez efficaces, quoi. Donc on est plus dans le citizen data scientist dans ces fonctions-là. Et ça va vite. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, cette approche rejoint un peu ce qu'on veut faire chez Vinci, puisque l'objectif, c'est effectivement de faire monter en compétence l'ensemble des personnels du groupe, et que chaque personne qui a un business optimisé devienne un data scientist. L'objectif, c'est de mettre un parcours, ce qu'on va faire ici chez Léonard, de mettre un parcours pour monter en compétence ces personnes-là. Vous avez d'autres questions sur cette première table ronde ? Ben, je vous remercie. Du coup, merci d'avoir répondu à mes questions. On peut les applaudir. Et maintenant que nous avons parlé gain de performance, nous allons parler maintenance prédictive. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est utile? Et pour ça, j'accueille Lorraine Alano et Jean-Baptiste Léger. Lorraine Alano est chef du service intelligence des données au CEA List, et Jean-Baptiste Léger, directeur chez Predict, qui édite une solution de maintenance prédictive. Donc Lorraine, première question, l'intelligence nécessite beaucoup de données ou depuis peu pas beaucoup de données, puisqu'on est en train de concevoir des systèmes qui permettent de s'affranchir justement de ce gros volume de données. En revanche, les systèmes du coup coûtent cher, puisqu'il faut acquérir ces données, les stocker, faire un compute, comme on appelle ça. Et du coup, quelle approche mettez-vous en place au CEA pour diminuer ces temps de calcul? Alors, donc, le CEA, on est un centre de recherche. Donc moi, je travaille au LIST, qui est un institut qui travaille sur le transfert technologique. Donc, finalement, on développe des technologies innovantes au service de l'industrie. Donc, la plupart du temps avec des partenariats avec des industriels. Donc, on est quand même plutôt sur du développement de technologies. Donc, dans notre cas, des algorithmes d'IA. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les rendre accessibles pour des cas d'usage réel, et en particulier de les rendre compatibles avec les contraintes opérationnelles. Donc pour ce qui est de ces aspects liés, on va dire, aux données, et en particulier au volume de données, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille. La première, c'est de pouvoir, on va dire, au plus tôt, traiter les données, et en particulier les sélectionner pour pouvoir ne stocker que l'information pertinente.
lorsqu'on a des problèmes soit de stockage de données, soit de problèmes de transfert de données, de bande passante. Et donc voilà, on met en place des algorithmes quand c'est nécessaire pour sélectionner les données pertinentes, réduire le volume, donc des approches d'échantillonnage adaptatif, de ce qu'on appelle du sketching, donc finalement de réduire la dimension des données pour pouvoir sélectionner ce qui est le plus pertinent. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième, c'est de pouvoir en fait, les traiter en ligne. Donc ces données, et en particulier pour pouvoir réduire un peu à la fois le stockage, les communications, le calcul, c'est d'avoir des modèles en fait qui n'ont pas besoin de stocker les données et qui peuvent être mis à jour au cours du temps ou apprendre, on va dire, au fur et à mesure que les données sont acquises, sans avoir à les stocker. Voilà, donc dans les cas où ça s'y prête, bien sûr. Donc on va avoir des modèles qu'on va pouvoir vraiment mettre en place au plus proche de la machine, et qui vont, au fur et à mesure de l'acquisition des données, se mettre à jour, sans qu'on ait forcément besoin de stocker l'intégralité des données. Voilà. Donc ça, c'est des approches. La dernière, qui est un petit peu différente, qui est finalement dans l'architecture en tant que telle de l'IA, c'est comment on va faire de l'apprentissage décentralisé. Donc vraiment pouvoir laisser les données là où elles sont produites, éventuellement les stocker, mais localement. Et que les outils, on va dire les algorithmes qu'on développe d'IA, deviennent autonomes localement sur ces données, soient mis à jour et soient ensuite éventuellement, on va dire, ce qu'on appelle agrégés. Voilà, donc c'est des aspects qu'on appelle federated learning, qui est qu'on a un modèle global, on le déploie, il s'adapte au cours du temps, on ne retransfère que le modèle pour pouvoir ensuite le mettre à jour. Voilà. Donc ça, c'est des technologies qui permettent, lorsque les contraintes opérationnelles ne permettent pas soit de stocker, soit de transférer, ou en tout cas pas en temps réel les données, de quand même mettre en place des systèmes relativement efficaces quand ça s'y prête. Bon, après, bien sûr, il y a tous les algorithmes plus spécifiques d'optimisation lorsqu'on est vraiment sur du temps de calcul d'apprentissage, mais voilà, ça c'est des process qui se font en amont, qui ne sont pas forcément mis en œuvre en temps réel dans les systèmes, et voilà, qui sont du coup un petit peu différents. Donc là, l'objectif, c'est de traiter au plus proche de la machine un ensemble de données pour ne communiquer que les données pertinentes pour traiter par un deuxième modèle. Donc finalement, vous avez deux modèles quand même qui tournent, donc vous avez deux modèles à optimiser. Donc deux dérives potentielles. Alors, on en a N en général, voilà, qui peuvent être soit à l'échelle d'une machine, soit à l'échelle d'un process, soit à l'échelle d'une usine. Après, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est IoT, donc ça peut être même vraiment sur chaque capteur, chaque device. Donc voilà, c'est vraiment cette idée, lorsque la problématique est comment je stocke, comment je transfère ou comment je protège mes données, comment je ne les transfère pas, de pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent d'apprendre et d'avoir des bonnes performances sans avoir ces problématiques de transfert et de stockage de données. D'accord, et donc du coup monter une infrastructure quand même en interne de l'usine pour avoir un premier stockage de données en interne et ensuite n'envoyer sur les serveurs externes que les données nécessaires. Par exemple. D'accord. Jean-Baptiste, vous êtes au contact aussi des industriels en permanence. Vous leur vendez des solutions de maintenance prédictive. Et quelles sont les difficultés principales à l'heure actuelle que vous rencontrez chez vos clients ? Alors, je dirais, en fait, comme Thomas Le Seigneur, c'est la non-expression d'un besoin clair. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi en termes de maintenance prédictive ? C'est assez vaste. C'est très vaste, effectivement. Donc, ça manque un peu de use case. Et ça, c'est la première difficulté. C'est effectivement, les gens savent qu'effectivement, il faut aller vers de l'IA. Il faut optimiser de toute façon, il faut être plus performant. Donc, il faut mettre de l'IA, indéniablement. Mais du coup, comme le disait Thomas Le Seigneur, il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais là, les gens veulent démarrer. Et donc, pour cela, en fait, c'est assez difficile parce qu'effectivement, ils ne savent pas. Donc, c'est vous qui devez amener et accompagner le client pour dire, OK, on peut mettre en place de la maintenance prédictive. Sur tel type de machine, on pense que ça va bien fonctionner. On pense que là, c'est le goulot d'étranglement. On pense que c'est cette machine critique qu'il faut essayer sur laquelle il faut essayer d'anticiper des pannes. Donc, il faut en fait être un peu le maître d'œuvre de la maintenance prédictive pour le client parce que lui, il veut aller dans cette voie-là, mais il ne connaît pas du tout les pistes à suivre. Voilà. Ça, c'est une première difficulté.
Et du coup, est-ce que vous vous confrontez au manque de données? J'imagine que vous vous confrontez au manque de données. Ou alors, finalement, les données qu'on vous donne ne sont pas les données pertinentes pour l'optimisation ou pour la recherche de performance? Alors, les données sont... en fait, la nous, maintenance on prédictive, a... plutôt dans ce cas-là. Oui. En fait, nous, les données, bon, elles sont ce qu'elles sont. Et on ne peut pas demander, enfin ça c'est un petit peu notre postulat chez Predict, on ne peut pas demander à un client toujours il m'en faut plus, il faut les avoir enfin, une meilleure qualité et aller toujours un petit peu de l'avant. Nous on est plutôt, bon ben voilà ce qu'il y a, il faut faire avec. Et l'IA, on peut être bébé et se dire on peut courir un marathon demain, ou alors on est bébé et on peut déjà apprendre à se lever. Déjà. Et on a les données pour déjà se lever. Après, on va apprendre à marcher. Marcher quelques pas, puis après, on apprendra peut-être à marcher un peu plus longuement, après à courir, et peut-être faire un jour un marathon. Voilà, faut pas tout de suite vouloir décrocher la Lune. Il faut y aller progressivement. Et les données, on peut en faire quelque chose. Ça, c'est notre postulat. Elles sont bonnes, pas bonnes, on peut les traiter. DC Rand disait la même chose. Hein, et c'est aussi une valeur ajoutée déjà de mettre en forme les données, de les nettoyer, de les rendre lisibles. C'est déjà un plus. Et après, on peut déjà apprendre à les exploiter intelligemment. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément, enfin, il y a toujours un manque de données, hein, forcément. Mais on fait avec ce qu'il y a et on apprend déjà à marcher. Et du coup, vous adaptez votre modèle ou vous adaptez votre système à tous les types de machines que vous allez rencontrer? Ou est-ce que vous avez un système universel qui permet de répondre à toutes les questions? Alors, non, pour nous, il n'y a pas un système universel. Dans les systèmes industriels, et ça a été dit d'ailleurs par l'audience, c'est pas le plus simple, l'industrie. Il y a de la thermodynamique, il y a de la cinématique, tout ça c'est totalement différent. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des fonctions de transfert. Les fonctions de transfert sont totalement différentes. Et les machines ne sont pas équipées et pas instrumentées de la même façon. Et en plus, elles ne sont pas utilisées de la même façon. Et elles ne processent pas les mêmes produits. Donc l'universalité n'existe pas. Par contre, d'essayer d'avoir différents modèles qui répondent à un ensemble de problématiques. Des technologies, comme l'a dit Lorraine, il y en a plein en fait, hein, des technologies d'IA. Nous, on s'est spécialisé dans la connaissance en fait, de différentes technologies pour pouvoir les assembler entre elles, pour pouvoir apporter une solution à nos clients. Et on va essayer de les rendre les plus paramétrables possibles. Donc en fait, on ne redéveloppe pas systématiquement un nouvel algorithme pour nos clients. On va les assembler intelligemment et on va surtout faire du paramétrage de ces technologies-là pour qu'elles soient implémentables. Le plug and play n'existe pas encore, mais au moins la paramétrisation existe. Et donc, lorsqu'on parle de maintenance prédictive, l'objectif, c'est effectivement de prédire une panne avant qu'elle n'arrive. Est-ce que vous connaissez, a priori, avant d'implémenter votre système, finalement, les pannes que vous voulez éviter, ou est-ce que vous apprenez au fur et à mesure le système, vous voyez comment il se comporte, et du coup, vous trouvez potentiellement des pannes à anticiper? Alors, absolument. Donc, en fait, c'est là tout l'intérêt également de cette intelligence artificielle. C'est le client va exprimer des use cases quand même. Il faut l'espérer et va dire, moi, j'en ai marre d'avoir ce type de problème sur ce type de machine. Donc, effectivement, on va tout faire pour anticiper ça, parce qu'on doit déjà lui apporter cette solution. Et il attend qu'on résolve son problème. Donc, il faut déjà résoudre cette équation d'anticipation de ce type de panne. Mais l'intelligence artificielle que vous mettez en place, en fait, va apprendre différents comportements. Des comportements normaux et qui vont peut-être dériver. Et l'intérêt de cette intelligence artificielle, c'est dès qu'il y aura dérive, dès qu'il y aura un écart de comportement par rapport à ce que vous avez pu apprendre en termes de normalité, va devenir quelque chose de relativement anormal, que vous ne saurez peut-être pas expliquer parce que vous ne l'aurez pas connu dans le passé, mais au moins vous allez pouvoir dire, là j'ai une anormalité, j'ai quelque chose qui se passe dans mon système industriel. Et vu que le système industriel il est quand même régi par des lois de la physique, en fait, on arrive assez rapidement à déceler des dysfonctionnements, même sur des problèmes qu'on n'avait jamais rencontrés au préalable. Et du coup, c'est ça un intérêt de ce type d'approche technologique, c'est que même sur une installation neuve, il ne faut pas avoir appris des centaines de pannes et des dizaines d'années de data pour pouvoir anticiper des problèmes. Vous ne saurez peut-être pas les expliquer, ces problèmes-là, mais vous aurez réussi à anticiper le fait qu'il se passe quelque chose d'anormal dans le comportement de votre machine. Et ça, c'est un plus.
Donc en fait, lorsqu'on parle de maintenance prédictive, on parle plus de détection d'anomalies par rapport à un système normal, et on offre à l'utilisateur qui pilote son système industriel une alerte, charge à lui, en fonction de son process, de dire si ça va aboutir sur une panne ou pas. Ou alors l'intelligence artificielle va dire attention, cette dérive-là, on l'a déjà vue il y a 2 ans, si tel et tel scénario se reproduise, ça conduit dans 1 heure à une panne. Alors, en fait, l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée au moins de 3 façons. La première, c'est celle que tu viens de dire, c'est-à-dire, j'ai déjà décelé ce type de problème et je sais que quand j'ai ce type de maladie, en fait, et de ce type de symptômes, en fait, ma durée de vie résiduelle, elle est de 3 ans. Voilà. Je sais que je vais mourir dans 3 ans et ça, c'est de la médecine, c'est du diagnostic et c'est en fait un pronostic vital qui est engagé. La seconde approche, c'est effectivement celle que tu as dit, c'est-à-dire je vais apprendre les comportements et je vais déceler de manière assez précoce en fait des anormalités. Et donc je sais qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose parce que je commence à aboutir en fait à des écarts de comportement qui ne sont plus tout à fait normaux. Et donc je sais que je vais bientôt mourir, mais sans forcément avoir le retour d'expérience, de la durée de vie résiduelle. La troisième approche, c'est la dérive. On fait de l'intelligence artificielle, on met en place du machine learning sur la dérive de comportement. Et là, on fixe un seuil au-delà duquel on pense, bien sûr par rapport un petit peu à de la physique, que le système va plus répondre. C'est-à-dire qu'il va être tellement contraint qu'il va tomber en panne. Pour être un petit peu plus précis, si par exemple on a des efforts de couple au niveau d'un moteur qui sont tels que on sait pertinemment que le moteur ne va pas résister, on fait un apprentissage sur la dérive de comportement, on fixe un seuil et on calcule automatiquement, même sur des cas qu'on n'a pas connus, une prédiction, enfin une durée de vie résiduelle de cet équipement-là par rapport à cette dérive. Et là, on utilise en fait une troisième méthode d'intelligence artificielle. Donc là, vous coupez le modèle physique à une remontée de données temps réel finalement, que vous injectez dans le modèle physique. Exactement. Donc c'est l'utilisation des nouveautés avec l'ancienneté des modèles physiques qui fonctionne toujours finalement. L'industriel, il a conçu son process avec des lois de la physique. Le process n'est pas tombé du ciel. Donc il a fait une ingénierie, il a un bureau d'études, donc les lois de la physique, il les a mises à plat pour pouvoir faire le process. Donc ça, il ne faut pas le réinventer, ça ne sert à rien. Et au contraire. Mais du coup, est-ce que c'est l'IA qui détecte la dérive ? Ou est-ce que c'est simplement une base de données et un seuil qui sera détecté ? Que vient faire finalement l'intelligence artificielle dans la détection de la dérive ? En fait, le process, on a beau le mettre sur, enfin ça a été dit d'ailleurs par des C-Brain, on est capable de reprendre des abacs des constructeurs et puis de faire de la théorie. Mais après, il y a les vraies vies. Comment il est opéré ce process ? Ce qui processe également en termes de produits, il y a son vieillissement. Et tout ça, c'est la vraie donnée, la vraie vie, le vrai comportement des équipements. Et ça, sans IA, vous pouvez guère le modéliser. Donc en fait, la physique permet de structurer l'IA pour nous. Et ensuite, elle permet, l'IA, et notamment l'apprentissage machine, de connaître réellement les vraies valeurs des paramètres. Et là où l'IA devient intelligente, c'est quand elle va être capable de déceler très tôt, en fait, les écarts, et en fait, on appelle ça des résidus, les écarts entre ce qu'on a pu calculer avec les régressions multiples, par exemple, que l'on met en œuvre, on en met beaucoup en œuvre, et la réalité du comportement de l'installation, cet écart-là va nous permettre de déceler assez tôt, en fait, des anormalités. Lorraine, on a parlé juste avant avec Jean-Baptiste d'IA universelle. Est-ce que CEA, c'est une thématique que vous explorez ? Est-ce qu'on est capable de développer un modèle qui serait finalement plug and play sur plusieurs machines identiques ou non ? Non. Non, on ne sait pas non plus développer d'IA universelle. Par contre, c'est vrai qu'on développe, nous, des algorithmes qui vont permettre, d'une certaine manière, d'automatiser un certain nombre de tâches de définition, de mise en place de l'IA. Donc le premier, c'est... après, nous, on a des sujets qui sont un peu plus prospectifs que d'autres, mais c'est vrai que nous, sur tout ce qui est mise en place opérationnelle, comme
je l'ai un petit peu évoqué là dans la première partie, on travaille beaucoup sur les architectures en fait d'IA, c'est-à-dire où est-ce qu'on met l'intelligence, quelles données elle a à sa disposition, qu'est-ce qu'elle communique à qui. Donc vraiment un aspect assez systémique et donc plutôt d'architecture. Et donc là, sur cet aspect architecture, on travaille nous aussi sur des IA qui apprennent automatiquement en fonction des contraintes, de la modélisation du système et de ses contraintes, quelle est la bonne proposition d'architecture. Voilà, donc c'est des aspects un peu d'automatisation finalement de la paramétrisation. Voilà, il n'y a pas de toute façon d'IA universelle, il y a en général plusieurs options qu'on va chercher à soit à sélectionner, soit à combiner en fonction des cas. Après, pour ce qui est des modèles en tant que tels, ce qu'on met aussi en œuvre, nous, mais qui n'est pas, on va dire, ni direct, ni trivial, ni universel, c'est des approches qu'on appelle de transfer learning, c'est-à-dire qu'on développe des modèles à partir de données sur une machine, et on va chercher en fait à le transférer, c'est-à-dire à l'adapter à une autre machine avec moins de données, en général moins d'étiquettes, donc moins d'apprentissage sur des pannes ou sur des événements particuliers, grâce à soit des connaissances physiques, soit des connaissances métiers, soit on va dire une mesure mais réduite de données sur cette nouvelle machine, voilà, pour pouvoir facilement implémenter ce modèle. Et puis bien sûr après c'est des problématiques de mise à jour des modèles, c'est-à-dire que on sait bien que, surtout quand on a peu de données, c'est rarement le modèle initial qui est le modèle final. Et donc, il y a comment on fait en sorte d'intégrer, soit de manière automatique, les données qui arrivent et le faire évoluer, soit d'avoir une interaction avec l'utilisateur qui va permettre de corriger les erreurs, de corriger du coup le modèle et de le faire évoluer au cours du temps. Et souvent dans l'industrie, et de plus en plus, on fait face à un grand volume de données et très hétérogène. Et vous, qu'est-ce que vous mettez en place finalement pour traiter ce genre de système ? Alors, est-ce que vous êtes capable de faire de la décision sur des données qui sont complètement hétérogènes de nature ? Alors, oui et non, bien sûr. Alors, on ne sait pas le faire de manière universelle là encore. Par contre, c'est vrai que nous, les approches qu'on a dans ces cas-là, ça a été évoqué aussi par Jean-Baptiste, c'est de pouvoir à la fois intégrer les données et des connaissances. Donc nous, souvent, c'est pas des connaissances physiques, c'est plutôt des connaissances métiers, donc plutôt sur les process. Voilà, donc on combine en fait des aspects de l'IA qui sont les aspects dont on parle beaucoup actuellement, de machine learning bien sûr, avec des aspects de l'IA qui sont plus basés sur l'IA symbolique, dans lequel on modélise en fait des connaissances qui peuvent être soit des connaissances définies par les experts, soit même des connaissances qu'on formalise à partir des données. Typiquement, voilà, on travaille sur une base de données, on va chercher à la structurer, et en particulier à la structurer en termes de relations, de causalité, éventuellement du coup de processus. Et donc c'est ça qu'on va aussi intégrer dans nos systèmes pour pouvoir, lorsque les données sont hétérogènes, pouvoir les traiter ensemble de la bonne manière, en prenant en compte leurs relations, leur codépendance, les complémentarités, etc. Voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré des industries justement où vous faites face à ce genre de problème ? Ou est-ce que c'est de la recherche pure et qui aboutira forcément un jour, puisqu'on va arriver avec un ensemble de données Alors, en général, on est toujours dans ce cas-là, en fait. Bon, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr, il y a des cas, et nous, en général, c'est des projets un petit peu on va dire de test, où on a une belle base de données propre, avec les étiquettes, voilà, on met en place le système, les performances sont bonnes. Ça, c'est malheureusement très rare. Donc, dans la plupart des cas, ça a été évoqué. Il y a toute une phase qui, en général, est faite par le partenaire ou qu'on fait conjointement de nettoyage des données, et en particulier aussi de structuration. Parce que quand elles sont hétérogènes, aussi de comprendre justement les relations entre ces données, bien le structurer. Et ensuite, nous, les systèmes qu'on met en place, c'est très souvent quand même des systèmes qui combinent des règles métiers et du machine learning, donc des modèles appris sur les données, et les deux en général combinés. Et on retrouve souvent finalement ce mot métier. Finalement, on corrèle toujours les données émises par les machines avec une validation du métier. Jean-Baptiste, du coup, dans les systèmes que vous avez implémentés, est-ce que vous avez dû, vous, à chaque fois, labelliser vos données, essayer de faire comprendre par le métier, ou que le métier explique finalement l'évolution des données ? Alors, en fait, nous, notre approche, elle est effectivement sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est comprendre la physique.
Malheureusement, on est des ingénieurs, donc on est un peu cartésien et on doit comprendre la physique. Deuxièmement, on doit essayer de... pour avoir la solution, en fait, il faut connaître l'installation. Et là, par contre, il n'y a que le client qui la connaît, l'installation. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que l'exploitant. Vous pouvez arriver avec toutes vos technologies que vous voulez, vous ne pourrez jamais la connaître, cette installation-là. Donc, en fait, on instaure avec notre client déjà une revue de ce que nous, on comprend de son système pour collecter un petit peu de connaissances. Les petites astuces que vous ne pouvez pas appréhender. Et le troisième pilier, en fait, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'ensuite, on se sert de la donnée pour illustrer en fait à la fois notre compréhension, à la fois la connaissance et la réalité en fait de cette machine pour pouvoir jouir justement de cette connaissance experte. Voilà. Du coup, lorsque vous implémentez vos systèmes, est-ce que vous gagnez en performance? Est-ce que vous le voyez réellement? Ou est-ce que c'est encore des technologies qui sont un peu trop jeunes pour avoir des gains réels tout de suite? Alors oui, en fait, les technologies, elles sont plus si jeunes que ça maintenant. Voilà. L'implémentation dans l'industrie est assez récente, mais les technos non, elles sont oui, pas... En fait, la généralisation à l'industrie est récente, mais en fait, il y a des industriels qui avaient déjà commencé assez tôt en fait, à mettre en place ce type de technologie. Nous, on a commencé dans le domaine du nucléaire en 2002 à implémenter ces technologies-là. Dans le domaine naval de défense, en 2004. Donc en fait, il y a effectivement des secteurs, enfin il y a toujours des secteurs de pointe, hein, forcément. L'aéronautique aussi en fait partie. Donc en fait, les technologies, elles ont déjà des vrais résultats, des vrais succès. Nous, notre premier pronostic, on l'a fait en 2004. Donc on a commencé à travailler dans le domaine de l'industrie nucléaire en 2002. Et en fait, on a implanté nos technologies en 2003. Et en 2004, on a fait nos premières prédictions 3 mois à l'avance de panne sur des installations industrielles neuves. Donc voilà, les premiers succès, ils sont... sans connaissance a priori de... Sans aucune connaissance. Une installation neuve sur des équipements qui sont uniques, parce que dans le domaine nucléaire, quand vous fabriquez du combustible nucléaire, il n'y a pas 36 boîtes dans le monde qui fait ça. Donc en fait, les équipements sont uniques, sont designés à façon, et l'installation était neuve. Mise en route, un équipement qui devait durer 7 ans, en fait, problème de corrosion, problème de bourrage des poudres dans le domaine du nucléaire et de l'uranium en particulier, et l'équipement ne supporte pas. Et on l'a anticipé. On ne l'a pas diagnostiqué le problème, il ne faut pas raconter des histoires, il ne faut pas croire en la magie, ça ne peut pas dire que le problème c'est un problème de design, mais on l'a anticipé. Parce qu'effectivement, notre intelligence artificielle, et c'était les premières fois qu'on mettait en place de l'apprentissage machine basé sur des régressions multiples, on avait appris en fait le bon comportement à la mise en service, et on a vu tout de suite qu'il y avait des efforts colossaux qui étaient transférés vers la machine, et que la machine allait lâcher. Et voilà, fallait juste un bon mécanicien pour savoir que ça allait lâcher et mettre le bon seuil. Et on avait prédit à 3 mois. Et effectivement, quand ils ont démonté la machine à temps, ils ont dit oui, est-ce que c'est 3 mois? Est-ce qu'elle allait tenir encore 2 jours, 1 heure ou 1 semaine? On ne le saura jamais. Mais c'est sûr qu'elle allait lâcher. Voilà. Donc là, vous êtes en train de dire que finalement, la maintenance prédictive, c'est pas l'apprentissage par l'échec. Ça peut aussi être, sans échec, on est quand même capable, oui, donc sans apprentissage finalement, enfin en apprentissant la norme, en apprenant la norme, pardon. Voilà, exactement. On est capable de prédire une dérive du coup. En fait, en apprenant la norme, ou tout au moins en apprenant à un moment donné un état, peu importe si tu sais si c'est la norme ou pas la norme, mais cet état-là, tu sais que tu es en train de t'en écarter. Donc tu ne sais pas si tu es né bien formé, mal formé, avec un cœur qui va te permettre de durer des années, etc. Il est ce qu'il est, ton cœur. Par contre, à un moment donné, nous, on arrive à déceler que tu t'en écartes progressivement, et cet écart s'accélère. Donc tu as à la fois l'amplitude et l'accélération donc, de cet écart-là. Voilà. Et c'est du relatif, en fait. On ne fait pas de l'absolu. Voilà, c'est du relatif. Et du coup, est-ce qu'il y a un certain taux de faux positifs quand même avec cette histoire-là? Est-ce que vous donnez finalement, attention, il y a une dérive, donc l'opérateur va chercher d'où vient la dérive,
Et en fait, non, c'était pas une dérive, c'était un système normal, où peut-être on a usiné du bois au lieu de faire de l'acier. Et du coup, le moteur a fonctionné de manière différente. Ça n'avait pas été rentré dans la machine. Alors ça, c'est pas un faux positif, c'est vrai. si vous me permettez, enfin si tu me permets. Mais en fait, pour répondre à la question du faux positif, comment on s'y prend? En fait, le plus on anticipe, le plus vous êtes, le meilleur vous êtes en fait dans vos technologies d'apprentissage machine, le plus tôt vous décelez un problème. Mais le plus tôt, surtout, vous le gardez pour vous, ce problème-là. Il ne faut pas tout de suite présenter au client ton truc, il va lâcher. Il faut attendre, il faut intégrer dans le temps. Voilà, c'est comme ça que nous, on s'y prend. On va pas, dès qu'on décèle une anormalité, à notre niveau, c'est ce qu'on appelle un symptôme. Le symptôme, on le garde pour nous. Et on va intégrer. Et on va attendre d'être sûr que ce symptôme a suffisamment évolué pour dire là, on est sûr qu'il y a un problème. Et c'est là tout l'art de détecter suffisamment tôt pour se dire j'ai encore du temps avant de prévenir, je sais qu'il a un problème, je pourrais peut-être lui faire gagner une semaine en fait sur l'anticipation. Mais vu que j'anticipe mon problème à 3 mois, je vais quand même attendre 2 semaines avant de le prévenir. Parce que je veux être sûr qu'il y a pas, que ce n'est pas un faux justement positif. C'est ce qui a fait d'ailleurs un peu notre force aussi sur un contrat qu'on a fait avec Lorraine, où on a réussi à déceler et sans aucun faux positif. Voilà. Sinon, si vous faites un générateur d'alarme, vous êtes mort. Ouais, c'est la meilleure façon Par justement contre, d'éliminer l'IA, puisque on ne fait que cliquer sur un bouton en disant non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Par contre, ce que tu as dit, effectivement, ça, à un moment donné, tu usines de la fonte et puis après, tu as un gars qui arrive et qui usine du bois, forcément, toi, tu vas dire, il y a une anormalité. Voilà. Forcément. Mais, parce ouais. que les efforts de coupe ne sont pas du tout les mêmes, indéniablement. Donc là, c'est quand même anormal. La machine n'était pas prévue pour ça, enfin tout au moins, la production n'était pas faite pour ça. On savait pertinemment qu'on usinait de la fonte, on n'usinait pas du bois. Donc ça peut arriver, effectivement. Est-ce que quel est votre degré de performance dans ce système-là? Est-ce que vous arrivez à coup sûr à déterminer toutes les pannes? Ou est-ce que vous avez quand même un certain taux d'échec et dans ce cas-là, vous pouvez l'imputer à l'IA qui n'a pas détecté une dérive ou qui a mal interprété une dérive? Alors c'est un peu prétentieux. Je ne sais pas comment tourner ma réponse pour ne pas paraître prétentieux quand même. En fait, de la façon dont on s'y prend, en fait, toute anormalité, du moment qu'on a mis les indicateurs en place, va être détectée. Donc en fait, en théorie, rien ne peut nous échapper. On ne saura pas forcément toujours l'expliquer, mais rien ne peut nous échapper. Voilà. Donc dans ce qui est le périmètre, en fait. Et ce qui va nous échapper, en fait, c'est souvent les clients, et ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce qui a été dit sur les clients, un petit peu, je veux mettre en place de la maintenance prédictive, en fait. Souvent, le client va se focuser un petit peu sur son core business et va oublier un petit peu les utilités, les auxiliaires, et qui parfois peuvent poser problème. Et ça peut arriver, même si des fois c'est quand même assez tordu, mais quand même, d'avoir des pannes causées par les auxiliaires et qui n'étaient pas dans votre périmètre, et donc là, vous n'avez pas pu l'anticiper. Voilà. Mais sinon, dans notre périmètre, à ma connaissance aujourd'hui, on n'a aucun système qui est tombé en panne sans que nous, on avait les signes avant-coureurs. D'accord. Et Lorraine, en général, combien de temps il vous faut pour implémenter un système comme ça, de maintenance prédictive avec des capteurs, votre IA embarquée qui doit elle aussi apprendre du coup? C'est bien sûr très variable. Nous, on développe, et quand on travaille avec nos partenaires, on travaille vraiment sur la phase de R&D, donc plutôt de conception un peu de l'IA, finalement de bons choix sur la stratégie à mettre en œuvre, sur démontrer les performances dans un cas précis. Après, sur vraiment la mise en œuvre et le déploiement, nous, on travaille avec des partenaires qui sont des intermédiaires ou qui sont directement les services, on va dire, un petit peu plus intégrateurs de nos partenaires. Et voilà, donc après, c'est encore un long travail. Donc nous, on a généralement plusieurs mois
voire plusieurs années de travail. Et derrière, je pense qu'il y en a encore au moins autant pour pouvoir le mettre en œuvre. D'accord. On va s'arrêter là pour ma série de questions. Est-ce que dans le public, vous avez des questions à poser à nos deux intervenants ? Bonjour. J'ai trouvé très intéressant le parallèle que vous avez fait, je pense surtout Jean-Baptiste, entre le diagnostic et le pronostic industriel et le diagnostic et le pronostic médical. Je me demandais si les recherches faites dans l'application de l'IA pour le domaine médical étaient pour vous une source d'inspiration, d'amélioration continue, ou s'il y avait des effets inverses. Comment est-ce que vous appréhendiez le rapport entre les deux ? Alors effectivement, inspiration indéniablement. Toute la terminologie est identique. On utilise. En fait, certains ont écrit des livres. Là maintenant, c'est la médecine des machines. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est qu'effectivement, la maintenance, c'est intervenir, faire des interventions chirurgicales sur les machines. C'est, si on veut anticiper les problèmes ou tout au moins mieux comprendre ce qu'a comme maladie la machine, eh ben, on va avoir des symptômes, donc des signaux faibles, et on doit éradiquer la maladie, donc on doit faire le bon diagnostic, rechercher les causes premières, et effectivement faire un pronostic, c'est-à-dire prédire combien de temps en fait il reste à vivre la machine. Et dans toute la terminologie de la maintenance prédictive, on parle de durée de vie résiduelle. Donc en fait, on est totalement proche. Et vu que la médecine est beaucoup plus ancienne que la maintenance, indéniablement. Donc en fait, je pense qu'on s'inspire beaucoup en fait de la médecine, voilà, sur les technologies. Et on puise un petit peu, enfin déjà sur la terminologie, mais également sur les façons de faire, les façons de voir. Par contre, après, on n'a pas la banque de données que peut avoir la médecine. Je ne sais pas si j'ai anticipé une question, une seconde question, mais en fait, on n'a pas la même banque de données dans l'industrie, on n'a pas les mêmes plans d'expérience, et pour l'instant, on n'a pas le même partage. Dans une communauté qui a une certaine vocation en fait, à soigner, nous, on est dans une communauté à vocation de faire du business. Voilà. Donc même si certains médecins également, mais je veux dire, avant tout, il y a quand même, il y a un partage qui est plus naturel, on va dire, que nous, dans l'industrie, on partage un petit peu moins. Ça, c'était avant. Maintenant, ça change un peu parce que tout le monde se rend compte qu'on peut quand même tirer profit à partager un petit peu son expérience sur des équipements, en fait. Voilà. Moi, j'aurais une question. J'ai un tunnelier, par exemple, et on veut faire, comme Elon Musk, de la maintenance prédictive. Quel serait votre plan pour faire la maintenance prédictive sur un système qui est gros comme ça? Est-ce que c'est tous les systèmes en mouvement qu'il faut monitorer, ou est-ce que finalement c'est un ensemble global que vous allez considérer? Alors justement, là, tu as fait parfaitement le client lambda. Voilà, je voudrais mettre en place de la maintenance prédictive sur mon tunnelier. Donc nous, comment on s'y prend? Effectivement, on va déjà regarder ce qui est critique, ce qui va vraiment bloquer, ce qui va avoir un impact, tant d'un point de vue de la disponibilité, que ça peut être également des impacts catastrophiques, c'est-à-dire le tunnelier, il part de travers et en fait, on va commencer à peut-être fragiliser les différentes couches souterraines. Donc on a une approche un peu, on va dire, de risque quelque part, où on va dire l'accent, on doit le mettre sur ces parties-là. Et donc, c'est ces parties en mouvement, ou je ne sais pas exactement, mais sur ces parties-là qu'il va falloir faire l'anticipation, anticiper le problème. Et donc, on va se dire maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme instrumentation en place? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quels sont les symptômes que je peux fabriquer avec mon intelligence artificielle? Est-ce que j'en ai assez, pas assez? Moi, j'ai toujours... les systèmes industriels, il y a quand même de la donnée, et vous l'avez dit également, il y a quand même de la donnée qui est là, quoi. Si c'est automatisé, il y a plein de données qui transitent. Donc on peut faire quelque chose. Mais on peut peut-être aussi se dire, là, on veut encore performer. C'est-à-dire,
on peut anticiper un petit peu, on peut faire de la prédiction, mais on veut performer. Et donc, réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre, là, cette fois, comme nouveau stéthoscope pour pouvoir anticiper encore mieux la problématique et encore de manière beaucoup plus fine. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai correctement répondu. Oui, non, c'est très bien. C'est effectivement toutes les étapes qu'il faudrait mettre en place. Si vous n'avez plus de questions, vous avez encore des questions? Non, je vous propose donc de nous retrouver autour d'un buffet. Vous pouvez discuter avec nos intervenants. Et je vous rappelle la prochaine session de ce cycle événementiel qui est le 21 mai à 9h pour une session de pitch de start-up. Merci beaucoup. Et puis on peut applaudir aussi Jean-Baptiste et Lorraine. Merci à vous.